Ouais, salut, vous êtes bien sur le portable de Nicolas du podcast Let's Try. Je suis certainement en train de courir ou en sortie longue, donc laissez-moi un message. Hello Nico, c'est Guillaume de Course Épique. Je te souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année à toi et à Let's Trail, ton podcast que j'apprécie particulièrement. Je profite de ce message pour te parler de mon podcast Course Épique, le podcast Running et Trail qui fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun grâce au témoignage de son invité. J'y aborde cette discipline par sa dimension humaine, avec à chaque fois au cœur de l'épisode une course qui a marqué à jamais la vie de mon invité. Course Épique met en avant à la fois des athlètes élites, mais également des coureurs anonymes qui vivent eux aussi, à leur échelle, des histoires de course inoubliables. Avec Course Épique, plongez et vibrez le temps d'une course sur route pas comme les autres, ou encore d'un ultra-trail atypique, en France ou à l'autre bout du monde. Tapez Course Épique sur les plateformes d'écoute, vous serez à un clic d'une grande et belle aventure sportive, et surtout humaine. Je vous y attends. Et toi aussi Nico, à très vite. J'ai souvent l'habitude de dire et de faire l'analogie avec l'escalade, par exemple. L'escalade, c'est un sport qui est hyper technique. Et tu fais 2 mètres et tu te rends compte que tu peux plus avancer, soit parce que tu n'as pas assez de force, soit parce que tu n'es pas assez souple, soit parce que tu sais pas lire la voie. Donc, il faut que tu travailles plus pour avancer. Mais en course à pied, tu n'as pas ce côté-là. Tu peux quand même avancer longtemps, mais mal. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir vraiment une foulée, une mauvaise foulée, un mauvais pied, etc. Mais tu peux quand même faire 40 bandes, tu vas y arriver, tu vois. Mais à la fin, ça va pas tenir. Il y a un moment où tu vas tout casser, quoi. Ben ça aussi, mais ça c'était pas sur le début parce qu'on savait pas qu'on était des musiciens cachés, tu vois. Et on s'est retrouvés en Irlande une fois là pour faire une course. On s'était dit oh putain, on va faire cette course en Irlande, il y a les kilts et tout. Enfin, c'était pas une course connue en plus, c'était juste le délire d'aller en Irlande pour aller porter des kilts. Écouter des musiques dans les pubs irlandais et tout. Et du coup, j'avais amené une guitare de merde là. Et du coup, je commençais à jouer un peu et lui, il tapait avec les baguettes de cuisine sur un truc. Je fais putain, mais tu joues pas mal. Il fait bah ouais, putain, j'ai fait 8 tonnes de batterie moi. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des meilleurs ultra-trailers du moment. Cet ingénieur en géologie de 30 ans et amoureux de la nature a grandi dans les Alpes-Maritimes et vit aujourd'hui à Isola. Il a performé au plus haut niveau ces dernières années, en ayant notamment remporté la 6000D en 2017, la Maxi Race et le Mute en 2018, et il a également terminé à une magnifique 9ème place lors de son premier UTMB en 2019. Il a également plus récemment remporté l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour en 2020, édition lors de laquelle j'étais présent, et j'ai eu la chance de pouvoir assister à son arrivée. L'UTCAM, qui on le rappelle, arrive à Saint-Martin-de-Vésubie et qui est l'un des villages de la région qui a été touché peu de temps après par une terrible catastrophe naturelle sur laquelle nous allons revenir. J'ai pris énormément de plaisir à préparer et à réaliser cet entretien dans lequel nous allons parler de l'amour qu'il porte à sa région, l'amour qu'il porte à ses montagnes, sa vision de la communauté des trailers élites ainsi que l'évolution de notre sport. Nous parlerons également de sa relation avec Katie Child, sa partenaire sportive et dans la vie, et beaucoup d'autres sujets. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Germain Granger. Aujourd'hui, je suis avec Germain Granger. Salut Germain, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Ouais, bah ça va. Merci Germain, merci. Dans un premier temps, Germain, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait de savoir qui je suis là ? Tu commences par me poser des questions sérieuses, allez vas-y. Non mais en fait c'est juste parce que les auditeurs qui parfois ne connaissent pas l'invité, c'est juste pour avoir un peu le point de vue et que tu te présentes en quelques mots quoi. Non mais attends, les gens ils me connaissent déjà, j'ai pas besoin de me présenter comme ça. Je pense que là tu te trompes un peu là. À mon avis, les gens ils ont pas besoin de savoir un résumé sur ma vie, ils me connaissent déjà quoi.
D'accord. Ok, bon, on va passer peut-être au sujet suivant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, comment s'est passé ton enfance et dans quel environnement tu as grandi? D'accord, donc ça c'est une vraie question, ça, ou ça a commencé où? Parce que là, c'est n'importe quoi, là. On est là pour parler du trail, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de mon enfance? Non, mais Cathy, c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, là? C'est n'importe quoi. Je suis désolé si je t'ai vexé, Germain. Ouais, bah écoutez, je crois qu'on va arrêter ce va. podcast-là. Allez, ça suffit. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Germain Grangier. Salut Germain, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Salut, bah merci à toi, c'est cool. J'espère qu'on va passer un bon petit moment. Ben, moi aussi, hein. Je te remercie pour le temps que tu nous accordes. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Germain, en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Alors, Germain Granger, comme tu as dit, j'habite les Alpes-Maritimes, un peu plus au nord de Nice, à peu près 1h30 au nord en voiture. Enfin, je vais dire maintenant un peu plus que 1h30, vu que les routes sont coupées à cause de certaines inondations. Ouais, On va dire que voilà, j'habite dans la vallée de la Tinée, à Isola. D'accord. Et du coup, moi je suis pratiquant de trail. C'est un peu la montagne qui m'a amené au trail. Et ça fait à peu près une petite dizaine d'années que je fais du trail. Et là, j'ai 30 ans. D'accord. Là, aujourd'hui, tu as 30 ans aujourd'hui? Non, bah en fait, je vais plus vers les 31 que les 30. C'est pour ça que j'essaie de dire 30 en fait. Et ouais, je les ai passés. C'est le 14 février, mon anniversaire, le jour de la Saint-Valentin. D'accord. Du coup, je me fais toujours entuber parce que j'ai toujours qu'un cadeau au lieu de 2. Tu vois. Ah, c'est con ça. C'est comme ceux ceux qui sont nés à Noël ou. C'est pas terrible. Du coup, moi, c'est complètement enfumé à chaque fois, quoi. Donc, du coup, c'est pas terrible. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu depuis le début de ton histoire, on va dire? Est-ce que tu peux nous évoquer ton parcours depuis ton enfance, l'endroit où tu as grandi et depuis tes premiers pas, Germain, s'il te plaît? Alors, je suis né en Isère, en fait. Je suis né à Essirolles, qui est une petite commune comme dirait Calogero, banlieue sud de Grenoble. Désolé. Ouais, désolé, non, mais c'est normal. Et du coup, j'ai passé une petite dizaine d'années dans la station des Deux Alpes, qui est une station de ski à peu près 1 heure de Grenoble. C'est là que j'ai grandi avec mes parents. J'ai une sœur aussi. Donc voilà, c'est assez rapidement, ça a été le ski alpin plutôt. Puis l'été, un peu de la montagne, avec tout ce qui tourne autour de la montagne, un peu d'escalade léger, tout ça. Et voilà, petit à petit, mes parents ont déménagé sur la Côte d'Azur. Donc moi, je me suis retrouvé aux alentours de Nice. Beaucoup moins de ski. Forcément. Du coup, forcément. On peut en faire aussi. Hein. Ouais, carrément, on peut en faire. Du coup, c'est là que j'ai découvert plutôt le massif du Mercantour. C'est là T'avais quel âge? J'avais à peu près 12-13 ans quand je suis arrivé dans ce massif-là. Au début, on allait le week-end faire du ski pour continuer dans les stations du Mercantour, les 2000, etc. Et puis moi, petit à petit, je pouvais en faire moins de ski. Du coup, je suis tourné dans le VTT cross-country. Et je suis allé en sport-études dans un lycée à Nice pour faire du vélo. Et ensuite du vélo de route. Puis après, je me suis blessé et c'est là que j'ai continué mes études en géologie. Je suis retourné sur Grenoble, à peu près vers les 16... Non, plus tard vers la vingtaine. Après le lycée, quoi. Ouais, exactement. J'ai fait un bout de licence physique à Nice, puis j'ai fini mon diplôme d'ingénieur sur Grenoble en géologie. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'avais moins de temps pour faire du vélo. Et le vélo matchait plus trop avec ce que j'avais envie de faire. Du coup, la course à pied me convenait bien puisque je faisais 1 heure, j'étais complètement fumé. D'accord. Parce que j'avais un peu la condition du vélo, mais pas du tout le châssis de la course à pied. Je faisais 1 heure, j'avais 2 tendinites aux 2 genoux, je comprenais pas du tout. Et donc voilà, c'était assez intriguant pour moi. Je faisais pas grand-chose et j'étais souvent blessé. Du coup, je courais 1 heure beaucoup trop vite pour mon niveau. Et comme ça, finalement, c'est un sport qui m'a donné pas mal de fil à retordre. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant, je vais essayer d'en faire de plus en plus.
Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a pris le trail running, quoi. On va revenir sur la partie sportive un peu plus tard. J'aimerais commencer d'abord par tout ce qui concerne ta formation d'ingénieur géologue, pour comprendre un peu la logique dans laquelle tu t'engages dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre ces études? Au début, en fait, j'ai toujours fait sport et études en parallèle, hein. Comme je te disais, j'étais dans un lycée qui était sport-études. Donc, en gros, on s'entraînait tous les mardis, mercredis, jeudi après-midi en vélo. Donc, et en même temps, je suivais une filière scientifique en lycée. Et puis après, j'ai continué en licence où j'étais continué à faire du vélo dans une DN1, ce qui est un peu le plus haut niveau amateur. Donc, du coup, j'étais toujours en 50-50 comme ça avec les études. Et puis, il arrivait un moment où je me suis blessé en vélo. C'était une opération assez lourde au niveau d'une artère qu'il fallait que je subisse et j'étais assez jeune. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un virage et continuer plutôt mes études, puisque je menais les deux de front. Et je me suis dit, maintenant, je vais continuer mes études. Et ce qui me plaisait le plus, c'était des choses qui collaient un peu plus à la nature. Du coup, je me suis orienté dans cette voie-là de la géologie pour plus spécifiquement étudier tout ce qui était un petit peu chute de blocs, mouvement de terrain, géophysique, comprendre un petit peu comment les choses bougent. Et au final, on voit qu'on comprend rien, mais on essaye quand même d'essayer de comprendre, quoi. D'avoir quelques bases. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est que tout ce qui est naturel, au final, on est vraiment dans l'hypothèse et dans la recherche constante, en fait, d'essayer de comprendre. Et c'est assez intéressant. C'est une science qui est très inexacte et qui est tout le temps en évolution par rapport à ce que les gens enseignaient avant, qui n'est plus d'actualité. Et voilà, c'est quelque chose qui, comme toutes les sciences, hein, c'est quelque chose qui évolue rapidement et il faut toujours être dans l'observationnel, quoi. Et donc c'est quelque chose qui me plaisait. Ouais. Le propre d'un scientifique, c'est qu'il soit conscient qu'il ne sait pas, hein, je crois. C'est ce qu'on dit. Exactement. Voilà, c'est être humble. Et là, on étudie vraiment quelque chose de naturel où on n'a pas beaucoup de techniques de comprendre pourquoi on a beaucoup de mal à prévoir des glissements de terrain, à prévoir une avalanche. C'est des choses qui sont assez méconnues, assez intangibles pour l'instant. Donc du coup, c'est intéressant d'essayer de trouver des mécanismes et d'essayer de trouver des façons de comprendre ces choses-là. Et en plus, avec le trail, ça se marie bien avec la montagne, puisqu'on est toujours à l'extérieur. Et voilà, il y a un peu cette façon de parcourir des fois la montagne et d'essayer à la fois de comprendre tel phénomène, telle géomorphologie, exactement. Quel type de montagne, pourquoi elle est là, pourquoi il y a du granit ici, etc. Donc ouais, ça faisait sens pas mal à ce moment-là, et ça le fait toujours. Hein. Et au moment où tu décides d'embrasser ces études, c'est quoi ton rêve ou ton but? Tu souhaitais devenir quoi? Ouais, alors ouais, c'est ça. Au moment, à vrai dire, hein, quand j'ai dû arrêter le vélo à cause de cette blessure, moi j'avais, je sais pas, 21, 22 ans, j'étais foncièrement très, très déçu, en fait, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport et je pense qu'au fond de moi-même, j'aurais aimé grandement être T'avais des grandes coureur de vélo. attentes. Ouais, voilà, je voulais vraiment être coureur de vélo professionnel, c'est ce qui me faisait rêver. Et cette blessure m'a fait un petit peu prendre du recul par rapport au vélo, etc. Et du coup, je me suis dit, maintenant, comme j'ai toujours fait les deux de front, je vais faire des études, continuer ça. Et puis voilà, je me suis pris au jeu et je me suis dit, ça serait cool. Je voulais plutôt m'orienter vers de la recherche et faire des études, des choses comme ça sur plutôt le permafrost, les choses plutôt typées montagne, la géologie plutôt typée montagne. Et comme en parallèle, je faisais toujours un peu de trail, mais vraiment tout doucement, et que à chaque fois j'augmentais. Et puis voilà, et puis je crois que ça a été en 2015, j'ai continué à faire un peu de trail et j'ai fait l'OCC, qui est la plus petite course des courses UTMB.
Et sans gros entraînement, j'ai fini 3e. Du coup, je me suis dit, oh merde. Il y a Merde, quelque le chose. sport revient. Du coup, je me suis dit, merde, il faut que je fasse quelque chose. Tu t'es pris ça dans la gueule sans comprendre vraiment pourquoi, en fait. Ouais, je pense que au fond de moi, je continuais à m'entraîner, mais j'avais beaucoup moins une démarche de haut niveau que j'avais en vélo. Je m'entraînais, le volume était plus du tout là, et c'était plus, je m'entraînais avant les cours, après les cours, avec les copains, etc. Et puis voilà, sans vraiment pousser le truc, je me suis retrouvé 3e à cette course et je me suis dit merde. Ah ben du coup, ça veut dire que peut-être je peux faire quelque chose dans ce sport. Ah oui. Et du coup, voilà, ça m'intéressait plus aussi par rapport au vélo, au fait que le vélo, c'est quand même, voilà, c'est toute une équipe, une structuration qui est assez lourde avec plusieurs équipiers, où on est moins libre de faire ce qu'on veut. Là, c'est vrai que le trail, c'est un peu de l'autodidacte, quoi. Mhm. On construit ses partenariats, on va faire les courses qui nous plaisent, etc. Ça me plaisait beaucoup, cette liberté. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est possible. Donc, j'ai continué mes études, mais du coup, j'étais un peu moins sérieux, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé à plus m'entraîner en trail, et puis petit à petit, voilà, je pense que j'ai gratté un peu. T'as pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, tes premiers moments de trail, ça a été du coup du côté de Grenoble, alors? Ouais, mes vrais premiers moments. Bah alors après, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'en ai fait, mais on savait même pas que ça s'appelait trail, tu vois. Enfin, on courait en descente avec des chaussures de montagne Quechua, mais voilà, on allait d'un spot de grimpe à un autre en courant, mais on savait T'avais pas ce qu'on encore les faisait. chaussettes de compression? Ben non, pas encore. Elles étaient, tu vois, c'était les chaussettes de ski, elles étaient aussi longues, mais elles comprimaient pas, tu vois. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on faisait, mais on savait pas qu'on le faisait. Mais c'est vrai que ouais, ce côté trail où j'ai commencé à mettre vraiment au début, ouais, quand j'étais sur Grenoble, je faisais du trail avec des chaussures de route, quoi. Enfin, je savais pas trop. Et tu arriverais à cibler le moment précis où tu t'es dit, ben, c'est ça le trail, mis à part le mot? Bah alors, au début, ouais, je pense que c'est ce qui m'a mis vraiment dedans, ça a été c'est des courses un petit peu locales qui sont organisées autour de Grenoble. Ça s'appelle les Grésivaudan Express. Et c'est souvent septembre, octobre, tous les mercredis soirs. C'est un peu informel. Tout le monde se donne rendez-vous au pied d'une montée. Et c'est le premier en haut qui a gagné. Tu vois. Et tout le monde prend son temps à la montre, etc. Et il y a plein de chemins, mais tu prends l'itinéraire que tu veux. Et je trouvais ça super fun. Et du coup, c'est un pote qui m'a dit, allez, viens, on le fait. Et du coup, il y a 5-6 courses et je les ai faites. Et je me dis, putain, c'est super fun, en fait. Et tout le monde était là, sans trop se prendre la tête, à faire ces espèces de mini-compètes un peu informelles. Et je me rappelle quoi, je rentrais chez moi le soir, parce que c'était toujours le soir, j'étais super content. Et je me suis dit, ah, mais c'est vraiment cool. Il y a moins cette aliénation matérielle qu'il y avait avec le vélo ou le ski, où la mise en route est toujours un peu plus long, quoi. Tu vas skier, bon, bah, il faut prendre ta voiture, prendre tes skis, tu fais du vélo, il faut vérifier que tu as de l'air dans tes pneus, machin truc. Là, la course à pied, tu prends une paire de chaussures. Tu mets tes chaussettes de compression en laine. Ouais. Voilà, il faut quand même mettre les chaussettes, ouais. Mais en vrai, c'est quelque chose qui est super rapide et super. C'est cette liberté, cette facilité de mise en œuvre qui m'a vraiment séduit au départ. Et au final, cette facilité de mouvement en montagne, quoi. Tu vois, quand je faisais du VTT, bah, il fallait rester sur les chemins, tu pouvais pas aller où tu voulais. Là, rien ne t'empêche d'aller off-trail, comme les Anglais disent, ou d'aller n'importe où, de tracer ta ligne. Si tu vas aller te tuer dans une face, tu peux le faire. Non, mais voilà, chacun ses limites, quoi. Tu vois, c'est ça le truc, quoi. Et quand tu t'entraînais pour le VTT à cette période-là où t'es plus vélo, tu parcourais un peu les sentiers ou pas du tout à l'époque? C'était que vélo. Ouais, bah ouais, du coup, ouais, j'étais débile, je faisais que du vélo. Il fallait pédaler, tu vois. Pédaler. Une roue? Non, mais ouais, par contre, à la coupure, non, je faisais un peu de vélo, tu vois, la coupure qui est en vélo et plutôt en octobre. Je faisais un peu de course à pied, pardon. Un peu de course à pied, ouais.
Ouais, du coup, j'étais détruit parce que j'en faisais jamais. J'en faisais deux fois par semaine. J'étais éclaté, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais Parce tout à que c'est l'heure. vraiment pas le même sport. Mais ouais, non, comme tu dis, non, j'étais vraiment dans le mood ah non, du vélo, quoi. Dans le vélo, on est assez comme ça. Enfin, ça a pas trop changé. C'est vraiment, faut rouler, quoi. Merde, faut rouler. Il y a pas à chier, faut rouler. Mais toi, Exactement. t'étais plutôt dans le monde du VTT ou du vélo sur route? Ben, au début, ouais, plutôt VTT et cross-country qui était un peu plus fun. Cross-country, c'est en gros, bah, c'est un peu le format olympique. Là, tu fais des 3-4 boucles avec un peu des démontées, des descentes. Et voilà, moi, je faisais plutôt ça au début. Ça a duré 2-3 ans. Puis j'ai vite basculé sur la route. Et là, ouais, là, le vélo, au final, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de volume parce que c'est quand même du bourrinage. C'est quand même beaucoup d'heures. Il faut y aller en vélo pour être fatigué, en fait. C'est beaucoup de volume, des volumes hebdomadaires qui sont assez conséquents. Et tu récupères très facilement. Et bon, c'est aussi un sport où tu peux tourner très vite en surentraînement parce que généralement, en trail, t'es d'abord blessé avant d'être surentraîné. C'est ça, ouais, parce que tes articulations ou tes tendons n'encaissent pas, mais le vélo, tu peux te fatiguer et on va dire te déminéraliser intérieurement très rapidement en faisant beaucoup parce que justement musculairement c'est pas non plus un sport qui est très 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 demandeur, quoi. Il me semble avoir entendu dire que les cyclistes professionnels sur route avaient 3 ou 4 fois plus de volume hebdomadaire qu'un trailer professionnel, quoi. Il me semble, si je dis pas de bêtises. 3-4 fois, alors je sais pas, ça fait peut-être beaucoup, mais c'est sûr que oui, tu peux facilement aller faire 5 heures de vélo par jour, 5-6 heures de vélo par jour tous les jours, même plus, hein, 6 à 8 heures tous les jours. J'en connais qui l'ont fait pendant des périodes de temps hivernales où il faut faire beaucoup de volume. Donc tu te retrouves rapidement à 40 heures par semaine. Faire 40 heures de course à pied par semaine, je l'ai jamais fait personnellement, quoi. Surtout en trail, quoi. C'est clair. Donc ouais, non, c'est sûr que c'est pas comparable en termes de volume horaire et surtout pas en termes de kilométrage, quoi. Qu'est-ce qui alors tu disais tout à l'heure que cette blessure t'avait coupé dans tes rêves de devenir cycliste professionnel, mais qu'est-ce que tu ne regrettes pas de cette, alors sans pour autant cracher dans la soupe ou critiquer gratuitement, mais qu'est-ce qui te manque pas dans ce milieu-là du cyclisme sur route? Bah oui, exactement, comme tu dis, sans cracher dans la soupe, parce qu'après le vélo quand même m'a apporté cette culture de l'effort, la générosité de l'effort, se dévouer pour rouler pour son coéquipier, des choses comme ça. Enfin, en vélo, tu comptes rarement tes efforts, en tout cas quand tu es équipier. Après, quand tu es leader, c'est un peu différent. Mais c'est vraiment un sport qui est très dur mentalement, etc. Donc, je pense que ça m'a vraiment appris, en tout cas, la rigueur de l'entraînement. C'est vrai que maintenant, je m'entraîne beaucoup moins et j'ai toujours l'impression que, au final, je m'entraîne peu par rapport à ce que j'ai pu faire. Après, c'est vrai que maintenant, en prenant du recul, et c'est vrai que c'est un milieu qui souffre de tout ce qu'on connaît du dopage, etc. Et moi, pour avoir côtoyé pas mal de personnes qui sont encore dans le peloton, voilà, il y a des gens qui souffrent actuellement de ça, parce qu'il y en a qui se dopent pas, et il y en a que tout le monde sait, mais qu'au final, ils sont toujours là, quoi. Donc c'est vrai que ça doit être assez frustrant pour ces gens-là que j'ai côtoyés et qui étaient vraiment très forts et qui se retrouvent à passer chez les pros et qui finalement n'arrivent pas forcément à confirmer leur niveau amateur qui était bien au-dessus du lot. Et voilà, on se dit que dans les courses pro, au final, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et donc là, il y a clairement des problèmes des fois, quoi. De toute façon, je pense que c'est dans l'image collective, c'est généralisé, quoi. Le cycliste est égal dopage. Donc aujourd'hui, se défaire de cette image-là, ça va être très compliqué. Ça va prendre certainement des années, hein. Le problème en fait du cyclisme, c'est qu'il faudrait vraiment repartir à zéro, mais ça,
personne ne le fait. L'exemple que je prends souvent, c'est que tu as des coureurs dans le peloton qui sont dopés. Ensuite, tu as des anciens consultants sur la moto qui sont convaincus de dopage, mais qui sont quand même employés par le service public pour commander une course. Ensuite, tu as des gens de chez ASO qui ont pas mal de casseroles derrière eux. Ensuite, tu as les directeurs sportifs dans les voitures qui sont aussi d'anciens dopés, hein, qui sont avérés, hein, pour certains. Et donc, tout ça, il y a un milieu fermé, en fait. Tout le monde, c'est le milieu où personne ne parle, donc tout le monde se protège, parce que si l'un parle, il y a tout c'est un château de cartes, en fait. C'est l'omerta. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est le cyclisme actuellement. Et donc, il y a des voix qui s'élèvent de temps à autre. C'est souvent des coureurs qui sont plus en activité, etc. Et du coup, ils n'ont rien à perdre. Du coup, eux, ils ne peuvent plus vivre avec ça. Et du coup, ils le dénoncent. Mais en fait, voilà, il faudrait repartir à zéro. Et pour l'instant, c'est pas possible, quoi, où la volonté, elle n'est pas là, où il faudrait complètement changer le système. Et voilà, donc c'est assez complexe. Mais pour l'instant, c'est un circuit fermé et du coup, c'est complexe. Qu'est-ce que tu retrouves dans le trail de différent par rapport à cette époque-là où tu étais dans le cyclisme? Tu en as parlé tout à l'heure un peu, la liberté de mouvement plutôt. Oui, après moi dans le cyclisme, après le truc c'est que nous on était jeunes, donc on avait une bonne bande de potes, c'était vraiment on a des super souvenirs et moi je regrette pas vraiment ces années jeunes. Je pense qu'au final, à mon avis, j'ai dû arrêter plus ou moins au bon moment. Et c'est vrai que ce qui me manque dans le trail par rapport au cyclisme, c'est cet aspect un petit peu d'équipe. Qui est super intéressant quand même en termes d'échange, de voir comment nos équipiers s'entraînent, de pouvoir avoir un groupe d'entraînement, vraiment. Ça, c'est assez intéressant. Après, ce qui me plaît dans le trail, justement, c'est cette indépendance et le fait, justement, d'être un petit peu le maître de sa préparation, d'aller chercher des infos à droite, à gauche, des gens qui pourraient nous aider pour ça ou ça, des gens qui pourraient nous aider, un ostéo pour ça, un acupuncteur pour ça, un préparateur pour ci. Donc ouais, on est vraiment aux manettes, tandis qu'en vélo, justement, on n'était pas du tout aux manettes et c'était des gens qui nous manageaient au final. Et donc ça m'intéresse vachement dans le trail. Donc au-delà de la liberté de mouvement que tu as en montagne, c'est cette liberté aussi d'entreprendre dans le milieu du trail, parce que c'est un petit milieu pour l'instant et c'est pour ça que c'est organisé comme ça. C'est cette liberté d'entreprendre et de faire tes propres choix en termes de préparation, de course. Et voilà, tu es un petit peu le chef d'orchestre pour arriver en forme à cette course. Et voilà, du coup, tu as à toi de prendre les bonnes partitions, etc. Putain, je te vois cette métaphore. C'est magnifique. J'en ai les larmes aux yeux. Je comprends ce que tu veux dire. Un petit air de Vivaldi derrière. Je mettrai, si tu veux. Voilà. Je le mettrai. Parce que quand même, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai les droits, par contre. Je sais pas si ça va être possible. C'est clair. On revient un petit peu sur la partie plus performance trail. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était notamment lors de cette OCC. C'est à ce moment précis-là que tu prends conscience vraiment qu'en trail running, tu peux faire quelque chose. Tu l'as confirmé tout à l'heure. Mais... Oui, ouais, c'est à ce moment-là où je me dis c'est quand même une course qui est assez renommée. Bon, certes, j'ai un petit peu ramassé les morts sur la fin de la course et je crois que j'arrive quand même à 20 minutes du premier qui était Sylvain Cour, ou un Espagnol à l'époque. Ouais, non, c'était un Espagnol, Marc Pinsac, je crois. Mais ouais, ça m'a un peu surpris, d'autant plus que j'avais jamais fait 55 km avant, j'avais dû faire 30 au mieux dans n'importe quelle course. Du coup, je me suis dit, tiens, à mon avis, vu que j'ai fait quand même pas mal de volume avec le vélo, à mon avis, le long, ça pourrait me correspondre. J'avais vu plus ou moins que quand je faisais des très très longues sorties avec des potes en vélo, je me sentais toujours un peu mieux que mes collègues, surtout vers la fin. Et du coup, je m'étais dit, à mon avis, j'aimerais bien essayer des choses plus longues, un peu d'ultra. Après, j'ai vraiment pris mon temps parce que, comme je te dis, j'étais vraiment une quiche à pied, quoi.
J'ai souvent l'habitude de dire que, et de faire l'analogie avec l'escalade, par exemple. L'escalade, c'est un sport qui est hyper technique Ça, c'est clair. et tu fais 2 mètres et tu te rends compte que tu peux plus avancer, soit parce que tu n'as pas assez de force, soit parce que tu n'es pas assez souple, soit parce que tu sais pas lire la voie. Donc, il faut que tu travailles plus pour avancer. Mais en course à pied, tu n'as pas ce côté-là. Tu peux quand même avancer longtemps, mais mal. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais. peux avoir vraiment une foulée, une mauvaise foulée, un mauvais pied, etc. Mais tu peux quand même faire 40 bandes, tu vas y arriver, tu vois. Mais à la fin, ça va pas tenir. Il y a un moment où tu vas tout casser, quoi. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps d'essayer d'apprendre le geste technique de la course à pied, qui pour moi quand même est un geste technique qu'il faut maîtriser. Du coup, c'est pour ça que je suis resté assez longtemps sur des distances un peu courtes, parce que de toute façon, au bout de 30 à 40 bandes, je ressemblais à plus rien. Donc je me suis dit, bon là, il faut que j'apprenne et que j'essaye de courir mieux pour que au bout de 30, 40, 50 bornes, voilà, je sois capable encore de courir et d'avoir une foulée après à peu près normale. Après, même si sur ultra, au bout de 100, 120 bornes, donc ça ressemble généralement plus à grand chose, en termes vraiment athlétiques. Il y a très peu qui ont une foulée bandissante au bout de 100 km. Très peu. Ouais, exactement. Mais voilà, le but, c'était quand même d'essayer d'avoir des bonnes bases pour, ne pas me blesser sur des longues distances, qui a toujours été en fait mon but ultime, mais j'ai pris le temps d'essayer de construire ça petit à petit. Mis à part les cours de PS du collège autour du stade, qu'est-ce que tu as mis en place pour apprendre les techniques de base de la course à pied à ce moment-là alors? Voilà, moi je suis venu au tard sur cette course de technique. Bon, j'en ai fait comme tout le monde, de l'athlé avec le collège, 3-2-1 à bloc, et puis oh putain, ça fait mal. Ah ouais. J'ai fait le fameux 3x500 au bac où tu sais pas ce que tu fais, mais tu cours, puis voilà. Donc ouais, je me suis retrouvé fin 2015, là où j'ai commencé ma collaboration avec c'était mon premier coach de course à pied, Nicolas Lebrun. Du coup, j'ai commencé avec lui, et lui qui vient à la base du triathlon, il m'a dit, oula, il va falloir faire du boulot. des éducatifs. Oh là là, il me filmait, il faisait, oh là là, on regardait les films, après il était mort de rire. Du coup, comme il rigole bien, on s'est bien marré. Et du coup, voilà, j'ai commencé à 2015 à faire un peu des éducatifs, essayer de décomposer la foulée, des choses comme ça. Alors, j'en suis très loin aujourd'hui d'avoir quelque chose de parfait, c'est toujours perfectible, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et voilà, je le sens, c'est pour ça que l'hiver, j'essaie de gommer un petit peu cet écart que j'ai par rapport à d'autres, et parce que je viens pas de la course à pied en vrai, donc du coup, voilà, depuis 2015, tous les hivers, voilà, je me mets à essayer de développer des qualités un peu de pied et de foulée. Tu fais ça sur piste ou sur bitume, sur sentier? Alors ouais, je fais ça sur piste généralement, après un peu bitume. Là, ça fait 2 ans qu'on s'est inscrit à un club d'athlée avec Cathy pour l'hiver, pour faire des séances avec des gens qui font que du 1500 mètres, du 3000 mètres ou du 5000 mètres. Pour eux, le 10 bornes, c'est un ultra, quoi. Donc du coup, c'est marrant. Enfin, c'est marrant parce qu'on a vraiment fait cette démarche parce qu'on veut progresser, et on n'est pas en train de rebuter la route. Et au final, franchement, on s'éclate, quoi. Parce qu'on est sur des autres types de vitesse. Il y a un groupe, une émulation. Eux se foutent de notre gueule, nous on se fout de leur gueule. Tu vois, c'est bon enfant, et ça tire tout le monde vers le haut. C'est clair. Et franchement, on est super content de ça. Et généralement, quand on rebascule sur trail en mars, on est toujours un peu dégoûté de quitter le groupe, parce que c'est un super groupe. Du coup, je pense qu'on petit à petit, on fait quand même du bon travail à ce niveau-là. Et pendant combien de temps tu fais du travail plus de qualité, on va dire, tu disais sur une période donnée de l'année, tu fais que ça? Alors,
Alors, on va dire que généralement, mon année se finit, on va dire, vers octobre-novembre. Là, chaque année, je prends 3 semaines à peu près de coupure où je fais 0 sport, cardio. Je continue un peu l'escalade, mais je fais pas de course à pied, pas de vélo, pas de ski. Et voilà, pour me régénérer, je fais ça chaque année. Et après, généralement, je reprends et c'est là que je commence à reprendre par de la technique avec des éducatifs, de la technique de foulée. C'est généralement, tu vois, en ce moment, là, novembre, décembre, et là, on attend la neige. Donc, en parallèle, voilà, l'hiver, je fais beaucoup de ski de rando, quasiment que du ski de rando. Et en parallèle, je travaille un petit peu sur la vitesse à plat et cette technique de foulée, on va dire jusqu'à février-mars. Et de là, je continue le ski et je transfère sur du trail pour être à peu près en forme vers les premières compètes qui sont pour nous, parce qu'on ne peut pas courir avant parce qu'il fait trop froid chez nous et on skie, qui sont généralement fin avril. Je prends l'exemple de Madère, qui est à peu près à chaque fois notre rentrée en ultra. Donc voilà, je commence à transférer en février-mars sur du trail. Et après, après ça se déroule plutôt printemps. Là, on est quasiment presque plus que sur du trail. Il y a quelques rappels un peu de vitesse, mais c'est assez sporadique dans la saison, quoi. Tu as vu une vraie évolution à partir du moment où tu as mis en place ce travail spécifique sur ta pratique du trail? Ça a été flagrant ou pas? Ouais, ça a été. En fait, ce travail, c'est pas pour. On se dit, ouais, c'est pour gagner en vitesse, mais au final, c'est pas vraiment pour gagner en vitesse. C'est pour gagner en économie de course, peut-être? Ouais, exactement. En fait, c'est pour. Je prends par exemple un parcours du TMB que tout le monde connaît. Tu as toujours ces sections un petit peu de liaison où c'est 10 bornes, c'est un peu plat, il y a 300 mètres de dénive. Et du coup, voilà, il faut essayer de courir vite dans cette section. Bon, alors vite à l'échelle de la course, c'est pas non plus très très vite, mais le plus relâché possible pour justement pas trop s'entamer pour la suite. Et du coup, c'est cette recherche-là, c'est cette recherche de relâchement à une vitesse plus élevée qui est intéressante. En fait, c'est pour ça qu'on essaye de faire ça. Et c'est pour ça qu'on travaille autant entre guillemets sur la technique. C'est pour essayer de, des moments donnés, de courir un peu plus peut-être avec son pied ou avec ce qui reste comme énergie, que plutôt mobiliser de la force où on en aura besoin dans la prochaine montée ou descente. Voilà, c'est essayer d'être relâché et courir un peu plus avec son pied sur une section de transition et une fréquence cardiaque un peu plus basse, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant au final dans cette. Et tu sens que ce travail-là, dans des moments où tu es à la fin d'un ultra, où tu sens que tu arrives que ça t'aide entre guillemets à être plus structuré et tu sens vraiment une différence, quoi. Ouais, alors ça vient pas de suite, c'est surtout qu'au final, quand on dit ce travail, pour vraiment progresser, il faudrait en faire. C'est comme si on se dit en 2 mois on prépare un marathon, tout en continuant à faire du ski. C'est comme ce que Kylian a fait. Tu peux pas préparer toujours un 10 bornes en continuant à faire de la montagne si tu veux vraiment performer. Tu fais des choses qui sont antinomiques en fait. Alors, ça sert à rien d'aller 10 heures en montagne si tu veux préparer un 10 bornes. Donc, sauf que nous, comme on est des athlètes qui sont un petit peu hybrides, on est obligé de continuer d'avoir de l'endurance derrière. Mais oui, c'est clairement quelque chose qui m'a aidé. Alors pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, c'est sûr que ça m'a aidé. On voit les effets à, on va dire, 2-3 ans, quoi. Et si on se blesse pas entre temps, ouais, on les voit bien. Après, c'est sûr que si on se blesse au milieu, c'est un peu plus long à arriver. Mais ouais, voilà, ça prend du temps, c'est sûr. Si tu devais en choisir une, quelle qualité tu souhaiterais améliorer aujourd'hui? Quelle qualité je souhaiterais améliorer? J'aimerais bien, justement, améliorer. Tu veux dire en trail? En trail, ouais. Alors, mis à part ce que tu viens de dire, parce que j'imagine que la vitesse, tu as dû déjà l'améliorer. Ouais, c'est clair. Alors, j'essaie d'améliorer. Des fois, chaque année, j'essaie de faire un focus sur je me dis un peu que le trail runner, c'est quelqu'un qui a vraiment une palette de
de compétences parce que il faut qu'il soit bon en descente, bon en montée, bon sur le plat. À la fin, c'est le mec qui est le plus polyvalent, qui sait gérer son alimentation. Ouais, exactement. En fait, surtout en ultra, parce qu'il faut connaître comment tu réagis face aux températures, ce que tu manges, ton estomac. Enfin, c'est en quelconque. Tu es toujours en train de te questionner pour savoir ce que tu fais, c'est bien ou pas. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est être capable d'optimiser encore plus mes ravitaillements et mon alimentation pour être capable on va dire, de transporter en ultra le moins possible de nourriture, on va dire, enfin, le meilleur rapport entre le poids de nourriture que je transporte. J'ai tendance à en prendre un peu trop. Bon, alors, ce qui est bien, hein, si je tombe totalement en hypo, etc. Mais des fois, c'est vrai que je trimballe un peu trop de poids entre deux ravitaux par rapport à quelque chose qui serait plus optimisé. Mais ça, je pense que ça vient avec l'expérience encore plus, quoi. Ouais, c'est clair, parce que tu n'as pas un gros background de longue distance. Hein. Non, c'est clair. Au final, j'en ai pas fait. J'en ai pas des caisses derrière moi, même si c'est quelque chose qui me plaît. Mais tu apprends tranquillement. Ouais, j'en aurais peut-être eu plus cette année, mais c'est vrai que ouais, non, c'est clair. De ton point de vue, en toute transparence, quelle qualité te permet de performer par rapport aux autres? C'est quoi ton point fort? Je dirais que je suis conscient que j'ai pas un des plus gros moteurs de la planète trail, mais je le connais bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me permet d'optimiser ce que je peux faire, parce que je sais, voilà, je connais bien ce que je peux faire, là où je peux aller, à tous les niveaux. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de perfectionner au jour le jour, mais je pense que je me connais bien, et ça, c'est à mon avis un avantage. Tu t'écoutes beaucoup? Ouais, alors j'essaie de pas trop non plus me. C'est ça la difficulté en ultra notamment. Voilà, il faut savoir s'écouter, mais pas trop non plus, quoi. Exactement, voilà. Et c'est vrai que j'ai, on va dire, beaucoup confiance en moi, sans être présomptueux ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, tu peux dire que t'as le boulard, quoi. Ouais, exactement. J'ai le putain de melon. Non, mais en vrai, ouais, et en gros, des fois, voilà, j'hésite pas à laisser partir des coureurs devant sur des débuts de course, etc. Et c'est vrai que ça peut être stressant en se disant, on laisse partir des gens, on leur laisse du champ et on les reverra jamais. Mais généralement, quand je laisse partir, c'est parce que je sais que c'est trop vite et que je sais que je peux revenir, voilà. C'est dans ce sens-là que je te disais que voilà, j'arrive à me connaître. Bon, après, il y a des gens qui partent super vite et que tu les retrouves pas. Mais c'est clairement des gens que pour l'instant je peux pas accrocher. Mais généralement, quand voilà, ce côté-là de pouvoir savoir à peu près comment je fonctionne, je pense que je commence à me connaître de mieux en mieux. Donc ça, c'est un point fort. Ouais. Alors toi, tu as une particularité dans le monde du trail et des trailers élites, c'est que quand on te suit, notamment sur les réseaux, tu sembles rien prendre au sérieux. Tu es toujours ou quasiment tout le temps dans la déconne. Tu disais, j'ai vu ça dans une interview récemment, que ça t'a été défavorable, notamment pendant les études, vis-à-vis de cette facette un peu de déconne. Comment tu vis aujourd'hui cette facette de ta personnalité dans le milieu très codé du trail? Alors, oui, exactement. Après, moi, en fait, j'arrive rarement à fonctionner, et même au quotidien, s'il n'y a pas toujours un peu de déconne et de fun, j'ai du mal à justement me retrouver 2 heures sur la piste en train de faire des montées de genoux, quoi. Si à un moment je fais pas une blague toutes les 2 minutes, je vais pas pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que je suis pas concentré. Ça veut pas dire que je suis pas sérieux. Mais ça veut juste dire que je le prends d'un ton un peu léger, et ça fait que le truc est marrant au final. Surtout sur les trucs pas marrants. Les trucs qui sont d'emblée déjà fun, il n'y a pas trop besoin de rigoler dessus puisque c'est déjà super. Mais c'est vrai que ça m'a posé
des problèmes pas mal pendant mes études où je me suis des fois fait virer de cours, etc. Parce que voilà, j'essaie de travailler en ayant le sourire, tu vois, en rigolant. Parce que quand tu tapes 4 heures de cours magistral sur la mécanique des sols, au bout d'un moment, tu pètes un câble, quoi. C'est clair. Et, j'imagine. Et du coup, voilà, si tu sors pas des petites blagues, et c'était ma façon d'apprendre, et j'apprenais même mieux en faisant ça. Ouais, exactement. S'il y a pas ça, je suis clairement pas performant dans ce que je fais. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que le trail a sa façon de communiquer un peu plus sérieuse face aux ultra-distances. C'est un truc de bonhomme, quoi. Mais bon, ouais. Bah, moi, c'est ma façon de communiquer et d'être au quotidien, de toute façon. Moi, c'est même pas une façon de communiquer, c'est une façon d'être, et je pense que tu joues pas un rôle. Et on te conseille, enfin, je te conseille, continue, quoi. Après, non, c'est clair, les gens qui sont avec moi au quotidien ne sont pas choqués par ce que je peux publier sur les réseaux sociaux, parce que c'est moi au quotidien. Donc après, c'est vrai que quand tu connais pas, des fois tu te dis putain, lui il est complètement débile, quoi, ou il est complètement prétentieux, alors que on sait que c'est toujours du second ou troisième degré, quoi. Ouais, troisième au meilleur des cas. Voilà. Troisième degré au meilleur des cas. Ouais, c'est clair. Je vois très bien ce dont tu parles. Est-ce que tu peux répondre à ça, s'il te plaît, Germain? Oui, bonjour. Une question de Jean-Serge du 6-5. Germain Grangier, écoutez, j'ai entendu parler que vous étiez un grand gastronome. Je voulais avoir la recette, votre recette de la saucinette, spécialité du Mercantour, et je serais vraiment curieux de savoir comment vous la préparez. Voilà. Merci d'avance pour votre réponse et à très bientôt. Au revoir. Alors, Germain, est-ce que tu peux, si tu l'as reconnu, je pense que oui, nous dire qui est cette personne, ouais, et répondre à sa fait, question. Quand il a dit la recette, je me suis dit, il va me sortir la saucinette. Du coup, je le savais déjà. La saucinette, excellent. Du coup, tu m'entends ? Je t'entends, très bien. Ah, ok. Du coup, la recette, je l'ai pas, mais c'est juste... c'est un extrait de clip de je sais plus quoi, là où ils sont en train de jouer dans un bus. Et il y a un gars qui joue de la guitare, et en fait, il part en impro, et il dit toujours une saucinette. Et du coup, on avait déliré là-dessus avec Julien Jorot. Donc c'est Julien Jorot. D'accord. Bien sûr, exactement. Et du coup, ouais, non, c'est la saucinette. C'est vrai que c'est un truc qui n'existe pas, mais du coup, ça sonne bien, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu pourrais le vendre au marché. Venez, je vous vends des bonnes saucinettes. Tu te dis, putain, ouais. Alors que ça n'existe pas du tout, quoi. Ben ouais, c'est clair, ça donne faim. Tu penses à un petit saucisson, tu vois, genre, mais non. Ouais. C'est comme une bolinette, mais comme avec un saucisson, quoi. En format saucisse, quoi. Ouais, exactement. C'est clair. Pour revenir un peu plus sérieux, Julien, tu peux nous en parler 2 minutes, ta relation avec lui, qui est cette personne? Donc, ça quand même pas, non. Ça, je vais pas pouvoir en parler. C'est privé. Ah ouais. Non, je déconne. Non, Julien, qui est cette personne? Je l'ai rencontré via le team Garmin. Ah oui, on n'a pas parlé de ça, parce que j'ai commencé le trail dans le team Garmin avec les frères Camus. Oui. Et voilà, du coup, j'ai rencontré Julien dans ce cadre-là, et c'est vrai qu'on a fait un stage, et on n'arrêtait pas de sortir des conneries, et du coup, voilà, c'est là que notre duo a commencé. Et ouais, c'est duo musical aussi, j'ai vu. Ouais, ça aussi, mais ça c'était pas sur le début, parce qu'on savait pas qu'on était des musiciens cachés, oui. Tu vois. Et on s'est retrouvés en Irlande une fois là pour faire une course. On s'était dit, oh putain, on va faire cette course en Irlande, il y a les kilts et tout. Enfin, c'était pas une course connue en plus, c'était juste le délire d'aller en Irlande pour porter des kilts. Écouter des musiques dans les pubs irlandais et tout. Et du coup, j'avais amené une guitare de merde, là, limite une Toys R Us, un truc à 80 €. Et du coup, je commençais à jouer un peu, et lui, il tapait avec les baguettes du Airbnb là, de cuisine sur un truc. Je fais, putain, mais tu joues pas mal. Il fait, bah ouais, putain, j'ai fait 8 tonnes de batterie, moi. J'ai fait, oh le con. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des petits morceaux
Et comme il habite super loin et qu'on se voyait via les stages Garmin, on joue toujours dans des bagnoles ou dans des endroits insolites. Et du coup, c'est comme ça que ça commençait à matcher, quoi. Nos délires, quoi. Ouais. Ah, mais les délires, il y en a. Hein. Je vous conseille tous d'aller voir le Facebook de Germain ou de Julien et vous verrez par vous-même. Après, il y a des parodies. Il a le même humour débile, en fait. On aime bien les parodies, les trucs comme ça. On en regarderait toute la soirée, quoi. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le journal les 2 journaux déconfinés que vous avez fait. Ah oui, magnifique. Des pépites, des vraies pépites. Ah, il y avait du temps à tuer, là. Avec l'ami Hugo aussi, qui est souvent avec vous. C'est clair. Hugo Ferrari. C'était un expert, hein, un expert du journal. Ouais. Du coup, j'ai pas eu la foi de faire l'édition 2, là. En plus, le confinement, il est moins rude, du coup, c'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle, toi. Est-ce que tu peux nous dire qui est Serge, s'il te plaît? Alors, Serge, alors c'est... Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est né comme ça, en fait. Moi, je regardais souvent les épisodes de Serge Mito, qui, je sais plus, ça doit avoir 4 ans, ce truc-là, même 4-5 ans. C'est... Avec Jonathan Cohen. Ouais, Jonathan Cohen qui au début racontait à bloquer. Enfin, au début, c'était même pas Serge le Mito, la série. C'était dans une web série de Orelsan et Gringe. Ah oui, là. Bloqué, ouais. Ouais, Bloqué. Et c'était un personnage de la série qui venait de temps en temps raconter que des mythos, quoi. Mais c'était super marrant. Et du coup, j'avais fait écouter ça à Julien, justement. Et lui, il avait déliré, il n'en pouvait plus. Et du coup, c'est parti de là. À chaque fois qu'on dit un truc, tu vois, genre qui est un peu un mytho, du coup, et du coup, voilà, l'attitude Serge, c'est vraiment l'attitude de faire genre que t'es bon alors que non, pas du tout. Enfin, du coup, c'est devenu vraiment un mot qu'on utilise tout le temps, tu vois, genre, genre quand les choses sont abusées ou quand. C'est un mantra, c'est un état d'esprit maintenant, Serge. Ouais, exactement, c'est un état d'esprit et ça sort n'importe où, tu vois, genre quand il y a un politique qui t'annonce ça, tu dis oh putain le Serge, enfin, ok, des trucs comme ça, voilà. Ça sort tout le temps, voilà, ça détend, tu vois, ça détend, il faut le sortir. Il faut le sortir. Est-ce que tu peux nous parler d'une personne qui est beaucoup importante pour toi aussi, c'est Ranco? Ranco, ah ouais, Ranco le chien. Et ouais, Ranco le chien, c'est un border collie, c'est le chien de mes parents. Et du coup, des fois, il vient avec moi. Mais bon, plus trop maintenant parce qu'il est collé, quoi. Donc du coup, à force de rester, Cathy, elle appelle Ranco le Riviera Dog parce que du coup, il reste trop sur la French Riviera, tu vois, autour de Nice, parce que mes parents, ils habitent pas loin de Nice. Ouais. Et du coup, lui, il se repose toujours, tu vois, dans l'herbe et tout comme ça. Et au début, ouais, il avait un peu une bonne caisse. Et petit à petit, ouais, voilà, non, il est pas gros, tu vois, il est bon en sprint. Mais du coup, on fait plus trop de sprint. Donc du coup, il vient de moins en moins avec nous, mais par contre, non, il est toujours aussi sympa. Il aime bien les câlins. Il est vraiment cool, quoi. Bon. Il prend la vie bien, tu vois, il a vraiment pas trop de soucis. C'est vraiment lui, Covid, il sait pas, lui. Non, court vite, ouais, mais Covid, non, ça lui dit rien, quoi. Je t'ai vu arriver lors de l'UTCAM, là, en 2020, que tu as gagné. Je t'adresse mes sincères félicitations. D'une belle manière, en plus. Je sais que cette région te tient à cœur, parce que tu y as grandi, le Mercantour. Oui. Est-ce que tu peux revenir avec nous pour aller dans un sujet un peu plus compliqué sur la catastrophe qui a eu lieu récemment dans cette partie-là? Oui, alors c'est vrai que moi à ce moment-là, j'étais sur Isola 2000 qui est un peu au-dessus de la Vésubie, dans la Tinée, mais qui est vraiment en frontalier avec la Vésubie. Et c'est vrai que il pleuvait vraiment beaucoup. Moi, j'avais rarement vu autant d'eau sur Isola 2000, et c'est vrai que moi j'avais envoyé des messages à mes proches en bas, je leur avais dit faites gaffe parce que là il y a vraiment beaucoup d'eau, ça va arriver d'un coup, et je pensais que ça allait vraiment arriver plus
plus en bas vers Nice, Mandelieu, comme ça avait fait il y a 2-3 ans. Sauf que là, c'était vraiment localisé en gros sur les montagnes de l'est de la Tinée et du nord-est de la Vésubie. Et voilà, moi j'étais à Isola 2000 avec un pote. Alors hors saison, il y avait vraiment zéro réseau, rien. Tout a été coupé assez rapidement, la route, etc. On est resté à peu près bloqué 3 jours. Et du coup, on n'avait pas de nouvelles plus que ça. On pensait juste que la route d'Isola était bloquée. Et petit à petit, les gens nous ont dit mais allumer la télé, c'était la seule truc qui nous restait. Et du coup, on a regardé les images et on a halluciné, quoi. La Vésubie, pour la connaître, pas en tant qu'habitant, mais pour y aller souvent. Même on a souvent grimpé au parc Vésubia, là, qui a été complètement, quasiment. Il y a eu pas mal de boue à l'intérieur, etc. Bon, il est encore bien tenu, mais le parking n'existe plus. En fait, c'est assez impressionnant de voir carrément des zones qui ont été complètement rayées et des surfaces topographiques qui sont complètement à refaire. Il y a des espèces de vallons qui faisaient près de 30 mètres de dénive qui n'existent plus, quoi. C'est fou. Donc c'est assez fou de voir les images hélicoptères déjà premièrement, et après moi je suis allé un peu en vélo électrique voir certains endroits pour voir s'il y avait des itinéraires de substitution pour certaines personnes pour désenclaver. Et c'est vrai que c'est hallucinant, quoi. Même en vélo électrique, il y a des endroits où on ne pouvait pas passer, on devait se passer les vélos, se retrouver dans les fossés. C'est vrai que c'est impressionnant de voir la violence des éléments sur une vallée. Après, nous, en Tinée, on a eu de la chance, seulement les routes ont été coupées, mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui disent oui, mais il fallait pas construire là. Mais bon, toutes les vallées sont construites le long d'un cours d'eau. Donc voilà, je pense que voilà, en termes de géologie, tu peux toujours dire que oui, mais je pense que là, il y a là juste la faute à pas de chance. Tu le redoutais, ça, en étant ingénieur géologue, tu redoutais cette situation? Tu pensais que ça allait arriver? Après, c'est vrai que dans nos vallées, en fait, on imagine peu parce que les gens des Alpes du Nord sont souvent dans les vallées de la Maurienne, de la Tarentaise, etc. C'est des vallées qui sont assez urbanisées, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a des doubles voies, il y a des systèmes de prévention de glissement. Ils ont déjà eu beaucoup d'épisodes comme ça. Et nous, c'est vrai qu'on a des tout petites vallées avec des routes qui serpentent. C'est peu équipé. Dès qu'il pleut, il y a toujours des blocs qui tombent. Ça, c'est sûr et certain. Donc, dès qu'il pleut, la route est coupée. Donc, oui, là, quand j'ai vu qu'il pleuvait fort, je me suis dit là, ça va être la catastrophe, quoi. Et ça l'a été. Je pensais que c'était plus être la catastrophe en termes de glissement de terrain et de chute de blocs, mais moins en termes d'inondation. Et là, ça a été vraiment un espèce de raz-de-marée qui a tout défoncé sur son passage. Mais bon, là, j'ai envie de dire, là, c'est quasiment une crue millénale et c'est un ensemble de circonstances qui a fait que ça aboutit à ça, quoi. C'est, j'imagine. Et puis au final, c'est dommageable à dire, mais quand tu fais face à des crues millénales, en fait, personne ne dimensionne des ouvrages pour des crues millénales. En fait, ça coûte beaucoup trop d'argent. C'est pas possible de. En fait, tu ne peux pas dimensionner des ouvrages. C'est juste pas possible. Donc généralement, on prend la centenale ou la demi-centenale ou la. Mais la millénale, généralement. Qu'est-ce que tu appelles millénale pour ceux qui ne savent pas? Par exemple, la crue millénale, c'est un tel débit. Par exemple, je sais pas, la crue millénale de la Vésubie, je sais pas, peut-être je dis n'importe quoi. La centenale, c'est 200 litres par minute, et la millénale, c'est une surface de 100 litres par mètre carré, et la millénale, c'est, je sais pas, 400. Et du coup, c'est assez rare qu'on dimensionne, et en fonction de ces valeurs de débit, etc., on dimensionne des ponts pour le débit passant. Donc, par exemple, il y a une certaine surface sous le pont et une certaine résistance des piles qui vont être liées à l'intensité de la crue centenale.
mais on ne pourra pas le dimensionner par rapport à la crue millénale parce que ça va être beaucoup trop cher. Il faudra faire des piles beaucoup plus résistantes, une beaucoup plus grosse surface passante, des ancrages enfin, voilà, c'est toujours, on dimensionne de la même manière que quand on prend l'hypothèse d'un bloc qui tombe d'une falaise. Voilà, on se place à un certain niveau, on se dit que voilà, le plus gros bloc potentiel qui peut tomber, c'est celui-là. Et voilà, c'est une hypothèse. Voilà, forcément, il y en aura peut-être un qui sera plus gros qui va tomber, et du coup, il va tout défoncer sur son passage. Mais on ne peut pas dimensionner pour lui, quoi, tu vois. C'est clair. Donc, c'est des statistiques au final. Et donc, ouais, voilà, ça et c'est faute à pas de chance, parce que ça aurait pu arriver dans une autre vallée, autre part, quoi, au final. Donc, voilà. Quelle importance, je pense qu'elle est grande, mais quelle importance elle a pour toi, cette région? Alors, je vais lier ça un peu avec le résultat sur l'UTCAM. Tu as gagné l'UTCAM, donc l'ultra, c'était 130 km, je crois, cette année. Comment tu l'as vécu, cette victoire? C'était, je le rappelle, avant cette catastrophe. Quelle importance elle a pour toi, cette région? Alors moi, en fait, venant justement de l'Isère, qui est de Loisan, qui est une belle vallée, mais qui est un peu plus urbanisée, qui reste moins urbanisée que la Savoie, la Haute-Savoie. Mais ce que j'aime bien justement dans le Mercantour, c'est cette déconnexion. Au final, tu es déconnecté, connecté, puisque à Nice, tu retrouves quand même un aéroport international. Et tu fais 1 heure de voiture et tu te retrouves au milieu de rien. Mais quand je dis au milieu de rien, c'est que tu te retrouves dans un village comme Saint-Dalmas-le-Selvage. Je confirme. Où en période hivernale, tu n'as pas de boulangerie, tu n'as pas de restaurant, tu n'as rien en fait. Tu n'as que des montagnes autour, et tu veux faire du ski de rando, tu n'as pas de trace, c'est toi qui fais la trace. Enfin, c'est vraiment la nature à l'état brut et sauvage, et ça, c'est ce que j'aime bien dans le Mercantour. Et au final, c'est pas trop connu, ça se développe peu, et c'est pour ça qu'on y est bien en fait. Quand les gens râlent et disent ici il y a rien, ça se développe pas, au final on dit oui, mais est-ce que on n'est pas là pour ça justement? En fait, c'est ça le truc. Nous on est là parce que justement il y a rien en fait. Après, ça se développe moins que notamment les Alpes du Nord, comme tu disais aussi, parce que c'est très très abrupt. Il y a des des massifs qui sont très très abrupts. C'est pas évident de construire dans ce parc-là. Effectivement, c'est effectivement des vallées qui sont vraiment en V, ça part en canyon dans le bas, on l'a vu avec la Vésubie en fait. Au final, les routes qui ont été là ont été pas mal détruites parce que tu passes vraiment dans les lits des cours d'eau, tu passes dans les gorges. Et oui, c'est pour ça que de toute façon, on ne pourra jamais faire de 2x2 voies dans la Tinée ou dans la Vésubie ou dans les gorges du Sion parce que ça s'y prête pas, sinon il faudrait raser totalement toute la montagne. Donc ça, voilà, les routes d'accès sont aussi un peu typiques. C'est déjà le voyage quand tu fais une route d'accès. Donc après, oui, pour revenir à l'UTCAM, c'est vrai que c'est un des rares ultras qui a eu lieu, on va dire, avec l'échappée belle. Et du coup, voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était dit un jour on fera l'UTCAM. Ça tombait toujours en même temps qu'une autre course. Et il y avait toujours l'UTMB à préparer. Et du coup, on s'est dit, tiens, voilà, c'est l'occasion de faire l'UTCAM, on connaît le parcours, voilà, on sait franchement que c'est vraiment dur, c'est une course qui est extrêmement exigeante. La deuxième moitié de parcours est juste vraiment très dur, quoi. J'ai mon ami qui a fait le 80, je te coupe, mais qui a fait le 80 et je te confirme que c'est un chantier, hein. C'est un vrai chantier. C'est clair, c'est un chantier et ouais, c'est à partir du kilomètre 70, tu fais que des montées-descentes, mais c'est pas des montées de 500 mètres de dénivelé, tu prends des 1000, 1100, tu redescends, 1000, 1100, tu redescends. Donc du coup, avec le jour qui se lève et la chaleur, en fait, la course est vraiment coupée en deux, où le début c'est assez rapide et la deuxième partie c'est vraiment très exigeant, technique. Donc il faut vraiment être super patient. Parce que sinon, si tu arrives en croix au kilomètre 70,
il vaut mieux s'arrêter là, quoi. C'est pas recommandé comme premier ultra, hein, je confirme. Non, ouais, c'est pas super accessible, non. C'est quand même, c'est dur. C'est pas la course. Enfin, Sur laquelle il faut se tester. Voilà, l'UTMB c'est dur parce que après c'est les coureurs qui font la course, ça sera toujours dur. Mais là, c'est vrai que le parcours est costaud. Il vaut mieux faire une CCC en première ultra que l'UTK, clairement, quoi. C'est clair. Tu peux nous parler de ton arrivée? Alors j'y étais, moi, j'ai eu la chance de pouvoir observer l'arrivée et j'ai vu notamment la relation qu'il y a avec tes parents. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots à ce sujet, si ça te dérange pas? Oui, alors mon père, oui, c'est vrai que mon père, il a toujours été, c'est plus lui qui me faisait l'assistance avec un ami, Gilles, là, qui nous aide aussi, Gilles et Stéphane, qui nous aide aussi pour le One and One, la course qu'on organise avec Cathy. Et du coup, voilà, ouais, mon père, c'est vrai qu'il aime bien suivre, il a toujours bien aimé le sport à travers ce que je faisais. Et ouais, non, lui, il aime bien suivre. Après, il fait rarement mon assistance. C'est pour ça que là, il connaît les endroits, il connaît le terrain. Donc, c'était agréable de pouvoir faire ça avec lui. Et voilà, j'ai vraiment partagé la course avec lui. Je l'avais un peu briefé avant pour savoir ce qu'il puisse me donner, etc. Donc non, c'est vraiment. Il devait être fier que le fiston remporte l'UTCAM chez lui. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, c'est vrai que il voit ce qu'on fait au quotidien, il voit ce qu'on. Voilà, au final, c'est clair que si on s'entraîne 30 heures par semaine, après, voilà, on en passe 15 avec nos partenaires, on en passe 10 à faire ça. Enfin, ça fait vraiment, voilà, il voit toute la face cachée qu'il y a derrière ça, et du coup, c'est vrai que ça lui fait plaisir. Ça lui a fait beaucoup plaisir de pouvoir partager ça ensemble, et moi, ça me fait plaisir de partager ça avec mes parents, qui ont toujours été là, quoi qu'il arrive. Pour me et maintenant nous supporter avec Cathy, puisque les parents de Cathy sont aux États-Unis forcément. Donc c'est vrai que voilà, ils ont toujours été partie prenante de nos délires, quoi. Est-ce que tu peux répondre de nouveau à cette question? What is your favorite meal to cook for your beautiful girlfriend? Est-ce que tu as entendu? Oui. Alors je réponds en anglais ou quoi? Non, réponds en français. Est-ce que tu peux dire déjà qui est cette personne et est-ce que tu peux répondre à sa question et la traduire? Oui, c'est Cathy. Alors elle a dit quel est le repas favori que tu cuisines pour ta favorite copine, en anglais. Oh, c'est Cathy qui a dit ça. C'est ça. Exactement. Je sais pas, plein de choses, mais on va dire que ce qu'elle préfère le mieux, on va dire que c'est une poêlée de légumes avec, je sais pas, des gnocchis ou des pâtes au sarrasin, choses comme ça. Bon, je lui ferai part de ta réponse. Si elle écoute le podcast, okay. Elle comprend le français ou pas aujourd'hui? Ouais, un peu. Après, je pense que oui, elle comprend de mieux en mieux, elle parle de mieux en mieux. Et ça, c'est super marrant parce que des fois, elle se lâche et elle dit des trucs avec l'accent anglais en français, c'est trop marrant, quoi. On passe des bons moments de rigolade, quoi. Est-ce que tu peux nous parler, si possible, de la relation que tu as avec Katie, parce que je crois qu'on dit Katie aux États-Unis. Exactement. Ouais, bah ouais, il y a pas beaucoup de gens qui disent Katie et elle serait contente que tu l'aies dit. Donc du coup, ouais, bah, Katie. Je vais dire Cathy. Non, mais on s'est rencontrés il y a presque 5 ans. Et du coup, bah ouais, on partage cette passion du trail. Alors, Cathy, avant, elle travaillait dans des refuges aux États-Unis et du coup, elle faisait du trail sans trop le savoir. Mais elle, carrément, sur le côté, des fois, elle partait avec son sac faire 80 km dans le Zion National Park en Utah. Et du coup,
Elle savait même pas qu'elle faisait du trail running, quoi. Donc c'était, du coup, quand on s'est rencontrés, on faisait des footings ensemble et je lui disais, mais ça va là? Elle me dit, bah ouais, ça va. Ah d'accord, ok. Et c'était comme ça le début. Au début, je lui dis, bah vas-y, mets une ceinture cardiaque pour voir. Ah, elle faisait des footings à 120 pulses à 12 à l'heure. Je dis, ok, bon. D'accord. Et je lui dis, mais t'as déjà couru? Elle dit, bah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait des traversées, machin truc et tout, c'est cool. Je lui dis, ah ouais, ok. Et, et du coup, petit à petit, voilà, Cathy aussi n'était pas vraiment pris au jeu de la compétition, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, elle avait aussi envie d'essayer. Et forcément, avec ce potentiel. background, j'ai envie de dire, voilà. Et en plus, dans ses années universitaires, elle a fait beaucoup de. Alors, le truc aux États-Unis pour les filles, c'est le hockey sur gazon, c'est gros. Donc, elle en faisait beaucoup, genre beaucoup, quoi. Du coup, c'est vrai que ça lui a donné pas mal de conditions physiques. Et voilà, donc là, c'est vrai que la base de notre relation, c'est d'être souvent dehors et de profiter ensemble et de travailler aussi pas mal d'aspects de course à pied ensemble. Et on travaille aussi ensemble pour gérer nos partenaires, etc. Donc c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble en train de faire pas mal de choses, quoi. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est vraiment bien intégrée à la vie française. J'ai entendu un peu parler sur certains podcasts américains. J'ai l'impression elle a vraiment adopté le pays. Hein. Ouais, c'est clair. Au début, c'est vrai que la première et deuxième année, Cathy, elle habitait en Suisse parce qu'elle elle est sur le point de finir une thèse en Suisse. Elle aura fini quasiment là bientôt, là en janvier ou février. Et en géologie d'ailleurs aussi. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'au début, elle était plutôt du côté suisse. Et là, bah, ça fait quelques années qu'elle est venue en France et c'est vrai qu'elle adore le Mercantour. Elle aime bien aussi le côté français. Après, il y a certaines choses en France qui sont clairement plus cool aux US, mais je pense que dans sa globalité, elle se sent bien ici et l'endroit où elle habite lui plaît pas mal. Est-ce que tu peux nous parler tu en as légèrement parlé tout à l'heure, c'est votre course que vous organisez normalement tous les ans, la One and One. Ouais. Donc cette année, évidemment, vous avez été obligé de l'annuler. Vous n'avez pas fait Tout à exception. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement? Quand a-t-il lieu et quel est le principe? Ben alors, il a lieu le 1er et 2 mai cette année. Bah, c'est forcément dans les Alpes-Maritimes, hein, c'est juste à côté de Tourette-sur-Loup, qui est à peu près à 20 minutes de Nice. Donc c'est dans les premiers contreforts des Préalpes. On le voit même en arrivant de l'aéroport. Et du coup, bah ouais, on avait couru la Transrookie avec Cathy en 2017, qui est une épreuve multi-étapes dans le Colorado aux États-Unis. Et donc chaque jour, on faisait un bivouac et chaque jour, on avait une étape et c'était une course en duo. Et en rentrant, on s'est dit, c'est con, il n'y en a pas en Europe. On avait deux potes avec qui on sentait super bien et on s'est dit, ouais, ben, on voulait créer une course quoi qu'il arrive. Et on s'est dit, tiens, bon, on va créer un truc qui n'existe pas en Europe parce que quand même, c'est con de recréer toujours un truc qui existe. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va créer ce concept de bivouac, mais on va y ajouter le petit côté technique. Du coup, voilà, c'est 2 jours de course avec bien entendu le bivouac entre les deux. Où, bon, il y a des douches, il y a tout, il y a les gnocchis italiens, la soca, etc. La bière, et puis ouais, et puis sur chaque étape, on a une partie un peu technique en via ferrata, etc. équipée par des guides. Du coup, voilà, on a fait cette étape en 2 jours avec une nuit en bivouac et avec des côtés un petit peu techniques comme on aime bien pratiquer en trail. Et voilà, je pense que le concept a plu la première année parce qu'on a été rapidement complet. Bon, l'an dernier, ça devait bien se profiler. Bon, puis il y a eu comment ça s'appelle le truc là. Le truc, Et du coup, cette année, bon ben voilà, on va relancer des inscriptions. Il faut pas que je le dise, mais très bientôt là, dans les jours qui viennent. Et du coup, voilà, 1er 2 mai, même concept, et puis voilà, quelques nouveautés.
Et voilà, on espère que ça aura lieu. Donc ça serait la deuxième édition, si elle a lieu en Exactement. 2021. On a fait une édition 0, un peu test event qu'on avait fait juste avec une étape en 2018. Du coup, 2019, on a fait la première édition. L'an dernier, pas d'édition. Et cette année, voilà. Donc, ouais, on repart pour une prochaine édition le 1 et 2 mai cette fois-ci. D'accord. Mais écoute, on suivra attentivement sur les réseaux le début des inscriptions. Cool, ça marche. Et on regardera ça attentivement. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation et de votre relation avec le partenaire On Running et est-ce que tu peux nous dire ce qu'il vous apporte principalement en termes d'image, en termes de... On Running, c'était une histoire assez sympa. On a commencé avec On fin 2018. Ils sont suisses, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et du coup, ouais, voilà, c'est vrai qu'au début, on était chez Innovate avant, en 2016-2017, avec Cathy. Et du coup, à chaque fois que on allait à Zurich ou j'allais rendre visite à Zurich, c'est vrai qu'on voyait plein de monde avec des chaussures On, etc. Et voilà, on voyait un petit peu le travail qu'ils faisaient, et qui se développait rapidement, et qu'ils étaient pas mal à l'écoute de tout, quoi, pour se développer. Et du coup, voilà, on est arrivé en fin de contrat chez Innovate, et du coup, on a contacté On. Via le country manager de France, et du coup ils nous ont présenté au siège et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration. Au début ils n'étaient pas très axés trail, et voilà, on a travaillé avec eux sur plusieurs modèles, plusieurs choses, avec pas mal d'allers-retours, et voilà, c'est super agréable de travailler avec eux parce qu'ils déjà c'est des gens qui s'énervent jamais. Ils sont suisses. Ouais, mais voilà, il y a pas mal d'autres marques françaises ou autres qui s'énervent, alors que voilà, on est dans la discussion, dans la négociation, on est là pour travailler ensemble. Donc on n'est pas forcément là pour s'énerver, on est là pour écouter les opinions de chacun. Et donc ça, c'est super constructif parce que voilà, il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et c'est des gens qui sont extrêmement réactifs en fait. Tout est très rapide et tout est très efficace. Et c'est super agréable en tant qu'athlète de travailler avec des gens comme ça. Où du coup, nous en retour, on se doit être vraiment rapide, super efficace sur ce qu'on fait. Et voilà, c'est du donnant-donnant, et on est vraiment content de ce qu'on fait, avec eux en termes de tout, d'image, de développement produit, de sérieux, d'efficacité. J'aime bien l'image qu'elle renvoie, cette marque. Je connais pas, je n'ai jamais testé, mais j'aime bien notamment l'aspect graphique. Alors c'est peut-être bête de dire ça, mais c'est vrai que graphiquement elle sort un peu du lot, et j'aime beaucoup l'aspect très neutre et très épuré du graphisme. J'aime beaucoup. Ouais, c'est un petit peu leur truc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, cet aspect pas de fioriture extérieure et épurée, c'est également ce que tu retrouves à l'intérieur des murs de la marque. Voilà, il n'y a pas de temps perdu à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de d'ego, d'émotion, de quoi d'autre quand tu travailles avec des gens. On est là pour travailler, et puis le reste est mis de côté. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont très vite et qu'ils sont super à l'écoute de tout en fait. On a regardé récemment là notamment sur YouTube et sur le Facebook vous concernant, et celui de On aussi, le film que vous avez fait avec Cathy là. Taming the Giants. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et nous expliquer un peu le concept? Oui, alors le projet à la base était un petit peu différent, mais il y a eu encore le truc de Covid là. Machin, hein. Donc du coup, c'est vrai que Cathy est assez nouvelle en Europe. Du coup, elle avait pas fait pas mal de sommets.
de choses comme ça. Elle voulait faire un peu plus de montagne. Et moi, ça m'a donné l'occasion d'en refaire un peu plus, vu que j'en avais plus trop fait par rapport à ce que je faisais quand j'étais jeune. Du coup, voilà, notre idée, c'était d'à la base faire le Cervin, donc, qui est là au-dessus de Cervinia, au-dessus de Zermatt, plutôt en Alpi, et ensuite d'enchaîner directement avec la haute route qui est l'itinéraire un petit peu classique sur les glaciers entre Zermatt et Chamonix, puis de faire le Mont Blanc en aller-retour. Donc, le Cervin était un petit peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de neige, ça nous aurait pris pas mal de temps. Avec la glace, ça nous aurait complètement fumé pour la suite, en fait. Donc, comme on voulait tout enchaîner sans trop perdre de temps, on a fait le Breithorn et on est parti sur la haute route et on a enchaîné ça avec l'ascension du Mont Blanc en aller-retour. Donc, on l'a fait pas dans un mode record parce que on ne pouvait pas se permettre de passer à n'importe quelles heures sur certains glaciers qui étaient exposés plutôt au soleil en début d'après-midi. Donc il fallait pas trop jouer pour pas tomber dans des crevasses inutilement, quoi. Donc du coup voilà, on a fait ça en mode un peu fast and light, mais on s'est arrêté à des endroits pour se donner du champ et éviter de passer certains glaciers à des mauvaises heures et être dans des bonnes conditions météo, parce que le but c'était notamment aussi de profiter un peu des vues, etc. Donc voilà, ça a donné lieu un peu à un film. On a quasiment personne nous a suivis dans ce projet. On était vraiment en autonomie. Il y avait juste quelques personnes de ON qui étaient là pour s'assurer que les photographes, excuse-moi, putain, je parle anglais. Tu parles anglais, ça y est, t'es atteint, ça y est. Ah, ça y est, que les photographes et vidéastes fassent bien leur travail. Et voilà, c'était un peu notre volonté quand on fait des projets off comme ça, on aime bien être un peu seul, sans trop de monde autour de nous. Et voilà, du coup, le but de On, c'était, il voulait vraiment faire une vidéo originale et mixer un petit peu des images d'animation, un peu dessin animé avec des images plus live et des vraies images de shots. Donc du coup, voilà, ça a donné lieu à ce film qui est un peu en mode tame, c'est un peu Taming Giants, c'est un peu en mode conte de fées où les Giants sont les montagnes qui nous laissent passer. Voilà, il y a ces 5 minutes entre animation et vraies images, ça rend un contenu qui est plutôt original et qui est sympa. Ouais. J'ai adoré, sincèrement, Germain, j'ai adoré ça. Je vous invite tous à aller voir sur le site de On cette vidéo qui est très originale, très épurée, très inspirante. C'est un régal, franchement, du beau boulot. Cool. Du beau boulot. Cool. C'était chouette à voir. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment tu vois ton avenir, alors on va dire à moyen terme, mis à part le truc là, voilà. Mais à moyen terme, comment tu vois ton avenir dans le trail? Bah alors si on peut se projeter, c'est vrai que voilà, nous on aimerait bien continuer à faire quelques courses qui nous font rêver. Après c'est vrai qu'en ultra il n'y en a pas non plus 36 qui nous font rêver. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir participer à ces courses et performer de la meilleure des manières qui puissent. C'est vrai que le point d'orgue, ça reste quand même l'UTMB. On aimerait bien faire. On n'a qu'une participation à l'UTMB, on aimerait bien faire mieux. Katie fait combien l'année dernière, en 2019? Elle l'a fait en 2019? Oui, elle fait 6e en 2019, exactement. Et du coup, ouais, voilà, on aimerait bien le refaire avec l'expérience qu'on a pris entre-temps, voir ce qu'on peut faire sur ce format-là. Et voilà, ça c'est pour vraiment un moyen terme, et c'est de pousser un peu plus dans le secteur de l'ultra. Et après, c'est vrai que voilà, une fois qu'on aura fait toutes ces courses, c'est vrai que moi je sais pas si je suis pas du genre à faire 40 fois la même course. Donc du coup, voilà, il faudra voir. Peut-être que je me lancerai d'autres défis, que j'irai faire un Ironman ou une chose comme ça, ou des trucs que j'ai toujours voulu faire plus ou moins en délire.
mais toujours en essayant de les préparer, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense pour l'instant, comme faire plus de parapente ou de speed riding, des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est des choses que je me verrais bien faire dans 5-6 ans. Un peu de diversité. Ouais, carrément, parce que je me dis après, tu vois, quand je vais plutôt vers 35-36 ans, il faut que je me laisse un peu 5-6 ans pour faire des trucs débiles encore. Et voilà. Est-ce que tu peux me dire quel est ton meilleur souvenir de trail, s'il te plaît? Alors, je dirais que j'ai pas un meilleur souvenir de trail, parce que c'est vraiment une philosophie que j'ai au jour le jour. J'essaye d'apprécier un petit peu tous les jours d'entraînement sous des angles différents. On va dire que j'apprécie et beaucoup plus l'entraînement à la course, en fait, tout le chemin qui me mène à la course. Mhm. Et c'est l'ensemble de mes meilleurs souvenirs, c'est tous ces jours-là et d'entraînement. Et encore plus, c'est assez rare les jours d'entraînement où j'ai, on va dire, aucune douleur physique, pas un tendon qui siffle ou pas un muscle qui tire. Et c'est assez rare. Et j'essaye de me dire, ok, là aujourd'hui c'est rare, t'as mal nulle part, apprécie le moment, quoi. Et ça c'est peut-être mes plus beaux souvenirs, un coucher de soleil où tout va bien. C'est vraiment des moments forts pour moi et c'est peut-être moins lié à un super souvenir compétitif. En T'as tout pas cas de, pour l'instant, t'as quoi. pas de moment particulier là qui te vienne à l'esprit, même une arrivée à l'UTMB ou... Ouais, non, ça c'est clair que c'est toujours une arrivée à l'UTMB, c'est toujours l'an passé. Ah bah non, pas l'an passé. Il y a 2 ans, c'est clair, c'était mon premier UTMB. J'avais pas trop aucune référence sur la distance, jamais couru plus de 110 km. Et c'est vrai que oui, moi, je finis dans le top 10. Du coup, c'était assez inespéré, mais en même temps, je le visais un peu au fond de moi. Et oui, c'est clair que c'est un super souvenir parce qu'on ne s'attend pas vraiment à voir autant de monde après avoir bataillé vraiment seul pendant assez longtemps. Et il y a beaucoup de monde à l'arrivée. Enfin, généralement, moi, je suis souvent submergé par les émotions, quoi. Mhm. Ok. Et à contrario, est-ce que tu peux m'évoquer ton pire souvenir de trail? Ouais, là j'en ai un, T'en as il est un? pas mal, ouais, j'en ai un qui est pas mal. Je m'en rappelle, c'était justement, je crois que ça devait être en 2019. On n'avait pas assez de points ITRA avec Cathy pour faire l'UTMB. Du coup, on est un peu à aller à la chasse au point ITRA. On avait appelé ça The Fellow Quest, comme dans le Seigneur des Anneaux. The Quest. Et du coup, c'était du n'importe quoi. On faisait en fait, pendant un mois, on a dû ramener je sais plus combien de points parce que ça change toujours. Et du coup, on a dû faire un 80 km et un 100 km dans le même mois. D'accord. Et bon, du coup, on était un petit peu à l'arrache. Et je me suis retrouvé sur les sentiers du Mercantour. Je crois que c'était l'UTCAM 110 km pour avoir des points. Et du coup, je l'avais couru avec Cathy. Et puis, je me suis planté de frontal au ravitaillement. J'ai pris une qui était déjà bien entamée. Et voilà, j'ai fait 4 heures avec la mini frontale de secours. Donc, c'est-à-dire avec mes 2 mini frontales de secours, c'est-à-dire mais 3 fois rien, quoi, un porte-clés. Et du coup, voilà, j'étais juste derrière Cathy et j'ai fait 4 heures comme ça avec deux mini frontales. Ça m'a tué les jambes parce qu'à chaque fois, je me disais, bon, on va voir ce qu'il y a en dessous. Sur le TCAM qui devait être roulant en plus, j'imagine. Ouais, voilà, on a fait une belle descente. Et du coup, je suis arrivé au ravitaillement, j'étais content de changer de frontale. En fait, au ravitaillement passé, au lieu de changer ma frontale, j'ai pris la même, en fait, qui était usée. D'accord. Voilà. Et du coup, c'était assez chiant. Voilà, ouais, assez chiant. C'était un moment long, j'imagine. Ouais, long, et au final, ça m'a détruit les jambes parce que t'es toujours un petit peu dans l'attente de comment ton pied va tomber, Ouais. parce que t'as aucune info, donc tu te contractes un peu. Bon, bref, magnifique, quoi. Et un petit tips pour ceux qui font de l'ultra pour ne pas rencontrer la situation que t'as rencontrée par rapport à ta frontale? Le tips, oui, c'est toujours être lucide. Visiblement, j'étais pas trop lucide à ce moment-là, hein, puisque j'ai
J'ai repris. Bon, j'avais les deux mêmes frontales, donc forcément, j'ai pas trop fait la différence. Alors peut-être les noter ou je sais pas, un bout de scotch rouge sur l'une ou sur l'autre quand tu sais que t'as la même frontale. Donc ouais, du coup après c'est pour ça que j'ai mis des nombres sur les frontales. J'ai écrit 1 et 2 et 3. C'est... Tu vois l'évolution quoi. On apprend tous les jours avec l'ultra. Ah ouais, voilà. C'est high level. Hein. Ouais, je te remercie. Pas de problème au niveau physique? T'as pas eu des gros moments de solitude au niveau physique? Non, j'ai pas eu trop ça. Enfin si, non, n'importe quoi. Si, j'ai tenté une diagonale des fous en 2018, je crois. Et du coup aussi, en fait, j'ai fait n'importe quoi. On s'était pas bien organisé. Et puis il y avait Cathy qui faisait mon assistance, qui parlait pas français, et avec un petit peu on va dire l'ambiance réunionnaise et l'organisation réunionnaise, ça a été très compliqué. On s'est raté à plein de ravitaux. Du coup, j'avais pas eu de ravitaux. J'avais complètement sous-estimé la chaleur. Je me suis pointé en débardeur noir dans ma fat. Et ouais, alors là, je me suis fait cramer mes complets. Et du coup, je me suis baigné dans une rivière pendant, je sais pas, 30 minutes. Ah oui. Et là, ça a été super long parce que j'étais mort complet. Du coup, j'ai essayé de dormir au milieu d'un chemin, mais il y avait des grosses araignées au-dessus. J'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur qu'elles viennent me piquer, enfin n'importe quoi. Et du coup, c'était très long et j'ai mis un plomb à sortir de ma fat. Et quand je suis sorti, j'ai dû abandonner parce que je sais plus du tout. J'étais complètement rôti, quoi. C'est super long. Ouais. Donc ouais, ça c'était, on va dire, mes premiers cassages de dents sur des épreuves comme ça où tu te rends compte que la réalité il n'y a pas que courir. Voilà, ces genres d'épreuves. Généralement, ce que je dis, c'est que tu les as plus ou moins réussi avant de les avoir courus. Rien qu'avec l'expérience et le fait de prévoir, en fait, c'est toujours l'ultra, c'est de l'adaptation. Toujours un plan B, quoi. Ouais, mais c'est la culture du plan B, quoi. C'est prévoir, mais en même temps avoir la capacité à s'adapter aussi aux événements, je pense. Voilà, c'est clair. T'as un plan et puis à tout moment tu le changes, quoi. C'est ça. Voilà, en fonction des circonstances de course, de la tête de course qui se comporte de telle ou telle manière, de la météo, de toi. Enfin, voilà, il faut être capable de suivre un plan tout en le changeant. Ce qui ne veut rien dire, mais voilà, c'est pour ça que c'est bien. Je te remercie. Qui souhaiterais-tu avoir apparaître dans le podcast, alors francophone si possible? Qui te viendrait à l'idée là? De voir apparaître, tu veux dire? La Vierge Marie. Non, je déconne. Non, je sais pas. Me voir apparaître dans le prochain podcast, tu veux dire? Peu importe, dans un futur épisode, qui tu me conseillerais d'inviter? Est-ce que tu as fait un épisode avec Johan Stuck? Non, je l'ai contacté. Je sais que vous êtes très proches. Je l'ai contacté et j'espère que ça va aboutir. Donc, s'il entend ton appel, ça devrait se faire. Ouais, non, ouais, je trouve que c'est quelqu'un de intéressant dans son histoire, mais aussi dans sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui se bouge beaucoup, qui fait énormément de choses. Alors, certains le critiquent, mais vraiment, il fait beaucoup de choses. Et il propose quelque chose de différent en fait. C'est ça qui est cool. Après, c'est vrai que oui, tu pourrais faire avec peut-être des étrangers, comme ça tu parlerais espagnol ou des trucs comme ça, ce serait marrant. Ouais. Non ? Ouais, pas pour les auditeurs, mais j'ai déjà essayé de faire un épisode en anglais. J'ai essayé de faire un épisode en anglais, ça a été quand même assez compliqué, mais bon. Non, mais je prends note de ta proposition. Petite info, j'ai commencé à prendre contact avec Julien Jorot, donc par rapport à ton épisode. Cool. Donc normalement, ça devrait se faire aussi dans les prochains mois qui arrivent là. Cool. Voilà. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Mais bon, ça tu l'écouteras pas parce que tu le connais par cœur, Julien. Donc. Ouais, si, je l'écouterai quand même pour voir s'il dit des conneries, parce que quand même, il faut quoi. On arrive tranquillement vers la fin de notre entretien. Tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer? Un message à faire passer. Oui, fermez bien le portail une fois que vous êtes passé. Voilà. Non, je sais pas. Non, j'ai vraiment rien à faire passer. T'as rien à faire passer. Un message à faire passer, ça fait très spirituel. C'est ça, vrai. Hein.
C'est vrai. Non, j'ai vraiment. Train j'ai pas harder. grand-chose. Ouais, tu sais, on pourrait. Ouais, No pain, no gain. le truc nul. Et surtout, n'oubliez pas que sans plaisir, il n'y a pas d'entraînement. Ouais. Ça veut rien dire. Ok, ouais, c'est bien. Mais ouais, non, j'ai pas de message débile comme ça à faire passer. Mais un dernier mot pour la fin, je dirais dentifrice, un truc comme ça. J'en sais rien. Non, je sais pas. Moi, Non, mais voilà, c'est- qu'est-ce que tu me fais chier là? On va finir comme l'entrée là. Voilà, arrête avec tes questions de merde là. Ça suffit. Hein. On n'a pas fini, Germain, attention. On n'a pas fini. Ah, pardon. Il reste encore la meilleure partie. Donc déjà, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Donc tu vas encore me dire une connerie. Vas-y, je t'écoute. Ben, justement, sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. Voilà, exactement. Et on va terminer par les questions rapides. Alors, le principe est simple. Ah, il faut dégainer. Voilà, il faut dégainer, mais il faut pas d'arguments. Donc des réponses courtes. Genre, c'est un mot? Non, pas un mot, enfin une phrase au plus. Pas d'argument, quoi. Ok. Ok, t'es prêt? Ouais. Attends. Allez, c'est parti. Plat favori après la course. Pizza. Boisson Putain, si t'avais un buzzer à côté de toi, il exploserait le truc. Ah ouais, c'est clair. Boisson favorite après la course. Un Schweppes Agrumes. Ah ouais, c'est sûr, j'adore le Schweppes Agrumes. J'aime pas la bière après la course, il n'y a pas assez de sucre, sinon moi je décède. Il faut que je prenne du sucre du directement Schweppes après Agrumes. la course. Ouais. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Ah, je mange pas moi dans la course. Tu manges pas? Non, je suis plutôt semi-liquide. Ah. Aucun des deux, tu vois, je suis au milieu. Compote. Tu vois. Ouais, voilà, des trucs comme ça, tu vois. T'es plutôt fait Un peu de maison? bar, un Ouais. peu de semi-liquide. Non, mais pas de gel, par contre. D'accord. Parce que gel, après, ça me met en PLS. Ou D'accord. surtout un peu vers la fin, quand je suis mort. Mais pas au début. En tout cas. Merci pour la réponse course. Fait C'était maison pas ou... très- Fait maison ou industriel? fait maison. Tu préfères la grosse rafale de vent ou la grosse averse de pluie? La grosse averse de pluie. Les racines ou le verglas? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De nuit. Tu préfères l'hiver ou l'été? L'automne. Merci. Le matin, le midi ou le soir? Le soir. Pour courir, hein, toujours. Le soir. Pour courir? Ouais. Ouais, le soir. Bah Tu es- oui, pas tu es- pour faire des crêpes. Putain, merde. Tu es plutôt... Concentre-toi un peu. Eh oui, je sais. C'est pas évident, c'est pas évident. J'ai essayé- Je vais essayer d'arriver au bout. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Musique. La musique dont tu ne parles à personne et dont tu n'es pas fier. Justin Bieber. Laquelle? J'écoute Justin Bieber. Friends. Friends. Oh, we still be friends. Ah, tu vois. J'écoute et Ouais. des fois ça me motive avant de courir. Non, Bon, mais- j'arrête, c'est trop long. Non, mais t'as le droit, Je t'as laisse le droit. continuer. Écoute, c'est parfait. J'espère que tu pourras accéder à ma requête qui est de compléter ce magnifique épisode que nous venons de conclure avec un morceau d'accordéon que j'intégrerai, si possible, à Ah ouais, l'épisode. mais en post-prod, ouais, En post-prod, je peux te le faire. Ça serait Mais vraiment par chouette. contre, ouais, carrément, mais ça sera, je vais rentrer vers chez moi dans 10 jours. Ça C'est sera pas un peu grave. trop long, non? Mais non, C'est pas grave. Ah non, Ok. non, on a le temps. Ok. Voilà, je te Ok, remercie cool. d'avance, Germain. Ben, y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. Je te Mais- ferai. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse d'ailleurs? Hein? Alors, il y a un film dans lequel il y a l'accordéon, j'ai un trou de mémoire. Le fameux- D'accord. Voilà. Bah, Merde. dis-moi, je te le fais comme ça. Hein. Tu me Voilà, le dis un peu. je reviendrai vers toi. Hein, Amélie Poulain, c'est pas voilà, ça? Non, merci. Voilà, c'est ça. c'est vrai, tu Tout à fait. veux ça? Putain, mais Je- tout le monde me demande ça. Ok, Ah bon, merde, bah, je putain, fais ça. je- Non, mais ça me va bien, je le connais déjà. Au moins, j'ai pas à travailler. T'as la Attends, merde. Bon, bah, c'est cool. Je te remercie énormément, Germain. J'ai passé un agréable moment Bah, carrément. 1h30, moi aussi, j'ai bien rigolé. à déconner. Donc c'était. Et puis en étant C'est sérieux clair. aussi. Donc merci beaucoup. C'est clair. Bah ouais, non, mais ok, bah alors je t'envoie ça. Et du coup, ok. Bah, du coup, je t'envoie ça. Eh ben, Et c'est je chouette. te dis quoi? Ben, Je on te se dis dit quoi? Voilà. On se dit D, la réponse D. Voilà, D, la réponse D. Bon, bah prends soin de toi et puis, Toi aussi. et puis à bientôt alors. Allez, à Merci. bientôt. Merci beaucoup, Ciao, Germain. ciao. Salut. Ciao. Ciao. Welcome, folks. We're live from the Mercantor.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité, et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut